Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est vendredi le 27 décembre je crois et il est 16h44. Oui c'est ça. Aujourd'hui je suis chez Mystère, donc c'est le petit chat d'un ancien collègue de mon mari dont je prends soin pendant ses vacances comme j'ai déjà fait plein d'autres fois. Et c'est un peu compliqué pour moi de tourner cette vidéo parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines dans ma vie, des choses clairement pas faciles. Vous avez vu que je vous ai parlé de mon chat Potiron dans la troisième partie de mes jeux d'automne. Et je pense que cette vidéo-ci sera postée après une autre vidéo que j'ai pas encore tournée mais que je posterai avant pour rendre hommage à Potiron. Donc voilà, je pense que vous saurez déjà ce qui s'est passé, mais voilà, la période n'est pas facile. En termes de cartomancie, en fait, ça fait un mois à peu près que j'ai eu ni l'occasion, ni le temps, ni l'envie de faire quoi que ce soit par rapport à tout ça. Je suis pas sûre d'être dans les meilleures dispositions aujourd'hui pour... enfin aujourd'hui, non. pour cette période. Pour parler de tout ça, mais j'ai vraiment envie de garder la tradition de présenter un petit jeu pour ma mission de garde-chat. Donc on va essayer, si ça va pas, j'arrêterai et donc vous ne verrez jamais cette vidéo, donc cette phrase n'a aucun sens. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai sélectionné... Je n'ai pas fait de sélection des jeux d'hiver, en tout cas pas encore, parce que en général c'est le genre de choses que je fais au début du mois, donc aux alentours du 1er décembre. Et voilà, j'avais des choses plus importantes à faire cette année-ci. Donc je l'ai pas encore fait. Peut-être que je vais quand même remonter mes jeux d'automne et descendre une partie des jeux d'hiver. Je pense que, en fait, je m'étais dit que j'allais pas du tout faire la même sélection. Non, je m'étais dit que j'allais faire plus ou moins la même sélection de jeux que l'année passée. Et du coup, que ça n'aurait plus de sens de montrer les jeux sélectionnés pour la saison. Mais en fait, je pense que je vais faire complètement autre chose. Donc je le ferai peut-être quand même. Mais en même temps, je sais pas dans quelle ordre je vais poster ces vidéos, donc j'en sais rien. Bref. J'ai pas du tout tiré les cartes à Noël. Mais j'avais toujours pris avec moi, au cas où quelqu'un me demandait un tirage, celui-ci, donc qui est très connu, que j'avais acheté l'année passée, que j'avais pas employé, que j'ai toujours pas employé cette année-ci. J'ai déjà regardé quelques vidéos sur YouTube, mais voilà, en fait j'ai du mal à recommencer à tirer les cartes. Je pense que j'ai du mal à... Enfin, c'est tellement le chaos à l'intérieur de ma tête que je pense que j'ai un peu peur de m'y atteler. Et je tire assez peu les cartes pour les autres, donc je pense que ce serait plus facile pour les autres que pour moi pour le moment. Mais bref, toujours est-il que ce tarot, je l'ai depuis plus d'1 an, je ne l'ai jamais utilisé. J'aurais voulu l'employer cette année, mais voilà, c'est pas le cas. J'ai commencé à lire le bouquin. J'ai toujours pas dit le nom, donc c'est le Yuletide Tarot. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce en anglais. De Christopher Huey et Erin O'Leary Brown aux éditions Llewellyn, je crois. Oui. Donc comme d'habitude aux éditions Llewellyn, c'est un tout grand coffret très très beau qui prend une place de pété dans une bibliothèque, mais qui est évidemment agréable parce que très beau. C'est rigolo hein, parce que même on voit ici, ils ont mis comme des faux, comme des cachets, comme si c'était un colis qui nous avait été envoyé par la poste. C'est un jeu en anglais, donc c'est 78 cartes puisque c'est un tarot.
et un livre en couleur de 312 pages. C'est pas un livret, hein, c'est vraiment un livre. Yuletide. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? En vrai, l'expression que j'ai envie d'employer, c'est le tarot noélique. Le problème, c'est que Yule, ça a quand même une connotation beaucoup plus païenne que chrétienne, et noélique, clairement, c'est Noël. Donc, mais pas vraiment un mot en français pour traduire Yuletide. Il faudrait en inventer un. Quand on ouvre le coffret, donc ici on a des aimants. Et donc ça se présente comme ceci. On a une petite phrase qui dit On the shortest day and the longest night, my gift to you is the warmth of light. Donc, en ce jour le plus court et cette nuit la plus longue, mon cadeau pour toi est la chaleur de la lumière. Traduction dégueulasse. Vous avez l'habitude. Comme je vous le disais, on a vraiment un livre. Ça, c'est pas du tout un livret, hein, c'est un livre. Sur du papier glacé. J'ai acheté ce jeu sur Amazon et quand il est arrivé, je sais pas si ça se verra. En gros, le livre est abîmé. J'ai pas eu envie de le renvoyer parce que j'avais envie de garder le tarot. C'est pas très important pour moi. Je crois qu'il date de 2023. J'imagine fin 2023. On en a pour 1 heure pour cette vidéo, je vous préviens. Vous aurez vu Oui, First Printing 2023. Vous aurez vu la longueur de la vidéo, donc vous êtes déjà prévenus. Sur le livre, on a un effet, donc ici c'est uniquement dessiné, et ici la cordelette donne l'effet que ce soit... c'est une photo, c'est pas un dessin, c'est vraiment recouvert pour donner l'impression que, de nouveau, que c'est un petit paquet. On n'est pas à l'abri que tout se casse la gueule, hein. Vous avez vu comme c'est joli le chemin de table. Par contre, vous n'êtes pas très bien centré dessus. Oups. Est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Comme ça, c'est bien. Le livre se présente comme ceci. Donc, quand on ouvre, on a... ceci, c'est le dos des cartes, qui est finalement assez surprenant, je trouve, dans les tons bleus. Ça donne bien, ça donne le sentiment de froid d'un jeu d'hiver, pas seulement de Noël, mais d'hiver, avec des petites branches de houx. Donc très joli, mais finalement assez surprenant, je trouve, par rapport aux couleurs, les couleurs d'un Noël traditionnel. C'est pas mes couleurs à moi, mais donc le Noël traditionnel en général c'est vert et rouge. Ce qu'on retrouve sur la carte, mais le fond est bleu. Je me serais plutôt attendue à ce qu'ils reprennent les couleurs de ce beige un peu vieilli. C'est très joli, mais pour moi c'est inattendu. Donc ici on a une présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Ceci, je pense que c'est la carte de l'étoile, si je dis pas de bêtises. Je découvre le tarot avec vous, hein. Je l'ai juste un peu regardé comme ça, je l'ai jamais tiré. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, des copines qui ont fait des présentations, hein. Il y a Laurence, il y a la chaîne anglophone The Hermit's Cave, je sais plus qui j'ai regardé d'autres. J'ai regardé plusieurs présentations. Ceci, je pense que c'est l'as de bâton. Donc on a une petite introduction et les bases du tarot. Tout est assez bienveillant. On est plutôt dans l'optique de raconter ou se raconter une histoire plutôt que d'être vraiment dans une tradition séculaire. Il n'y a pas du tout ces notions de la Kabbale et la réduction théosophique et tous ces trucs qui sont un peu dans l'univers de la haute magie et qui sont très casse-tête. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Personnellement, je préfère cette vision, même si c'est peut-être parce que je suis pas le public, mais j'ai l'impression que c'est quand même un poil trop bisounours. Mais c'est peut-être parce que Noël, c'est pas complètement mon truc. Ici, ce qu'ils expliquent, je suis pas sûre d'avoir très bien compris, c'est l'idée que donc le fou, c'est l'enfant, on verra quand on regardera les cartes,
Et l'ensemble des majeurs sont divisés en 3 stades qui sont si je me souviens bien, c'est le développement de l'enfant, la découverte du monde de l'enfant. Et je sais que c'est pas le seul tarot qui présente les choses comme ça, hein, mais je trouve que c'est un peu artificiel. Je trouve que ça me parle pas plus que ça. J'ai l'impression que ça colle pas plus que ça au tarot. Et enfin bon, voilà. Je n'irai pas plus dans les détails, mais moi, ça me parle pas plus que ça. Dans les majeurs, il y a une série de cartes qui ont été renommées. On le verra en regardant les cartes. Et il présente ici un petit tableau en donnant donc le nom traditionnel de la carte, le nom qu'il porte dans ce tarot-ci, et il propose un mot-clé. En regardant les mots-clés, on se rend compte que c'est ça que je disais, qu'on est un peu dans une ambiance, entre guillemets, trop positive. C'est-à-dire que je trouve que les cartes qui sont un peu dures, qui sont un peu complexes, elles sont fort ramenées à leur aspect positif. Tout est un petit peu trop arrondi, selon mes critères. Après, je peux comprendre que quand... Noël, c'est quand même une période particulière, donc je peux comprendre que ce soit l'objectif de certaines personnes. Voilà, moi, ça ne me parle pas plus que ça, mais je peux comprendre que ce soit important pour certains, justement, de voir quelque chose de plus doux. Et c'est clairement ce que ce tarot peut vous apporter. Toutes les cartes n'ont pas été renommées. Il y a une partie des cartes pour lesquelles on s'éloigne quand même un peu de la compréhension que j'ai, en tout cas moi, du tarot. C'est pas du tout inintéressant. Mais par exemple, si... je pense pas que ce serait le cas, mais si vous posez la question de savoir si vous allez avoir ce tarot en premier tarot, je suis pas sûre que ce soit le meilleur calcul, dans le sens où ça transforme quand même fort des notions de base qui vous manqueront du coup pour votre pratique future. Les suites ont été renommées aussi. Donc les bâtons, donc wands, sont devenus les bougies, candles, associées à l'élément du feu. Les coupes, cups, sont devenues good cheer. Alors good cheer, c'est quelque chose qui est, je trouve, difficile à traduire en français. Dans les recherches que j'ai faites, selon le contexte, on ne traduit pas du tout good cheer de la même manière. Selon les sources, c'est soit la bonne humeur, le courage, l'optimisme. En gros, c'est toujours une notion d'une bonne intention, d'une bonne ambiance, d'une réjouissance. En tout cas, quelque chose de positif, d'assez abstrait. Mais donc, ça rend la traduction compliquée parce que il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc, c'est associé à l'eau. Les épées swords, c'est les canes, donc les sucres d'orge, qui sont associés à l'air. Et les deniers, ou les pentacles, donc coins et pentacles, ce sont les cadeaux, gifts, qui sont associés à la terre. Au final, le good cheer, il est représenté par une tasse avec un breuvage, j'imagine, chaud et réconfortant, épicé. Ça a du sens. Ma vision de Noël n'est... oui, le breuvage, pourquoi pas. La bougie, pourquoi pas. Le cadeau, en effet, ça a du sens. Le sucre d'orge, personnellement, je ne l'utilise pas spécialement dans mon imagerie personnelle de Noël ou de Yule. J'ai l'impression plutôt américain, mais je peux me tromper. Je pense que l'illustratrice est américaine et l'auteur, je ne sais plus. Wales, c'est l'Écosse, non? Je pense. Donc on a un Écossais et une Américaine de New York. Donc clairement, oui, c'est une vision anglophone, hein, ça c'est sûr. Donc il y a un petit rappel de la numérologie, ce qui est utile, mais en même temps, personnellement, je trouve que dans le rider, on part un peu dans tous les sens, donc je suis pas sûre que ça a beaucoup de sens de rappeler la numérologie. Et alors, un petit rappel des cartes de cours, ce qui est pas plus mal.
Alors ensuite, on s'attaque aux arcanes majeurs. À chaque fois, on a une toute grande représentation de la carte en couleur, en pleine page. Ce qui est chouette parce que les cartes sont... bon, elles ont plus ou moins la taille normale des cartes de tarot, un millipoil plus petite, mais souvent les gens se plaignent qu'on ne voit pas bien les illustrations. Ben, ici dans le livre, vous les voyez super bien. Donc ici pour chaque carte, on a des mots-clés, on a une description, on a une signification qu'ils appellent divinatoire, mais qui pour moi n'est pas purement de la divination telle qu'on l'entendait dans la tradition du 19e ou du 20e. C'est quand même plus axé sur la guidance que sur une vraie divination. Et on a quelques notions pour une interprétation de la carte renversée. Et c'est pareil pour toutes les cartes, toutes les majeures. Oups. Ensuite, on arrive aux mineurs. Donc, il nous parle de l'as en général. Et puis, suite par suite, on a vraiment le même principe. On a la représentation, les mots-clés, la description, l'aspect divinatoire, l'aspect renversé. Les mineurs ne sont pas du tout mis en position inférieure par rapport aux majeurs. Simplement, ici par exemple, on voit que la carte n'est plus en face du titre de la carte, elle est derrière. Après, c'est pas très grave, mais voilà, ça c'est un peu inversé avec le temps. Alors ensuite, on arrive aux cartes de cours. On va peut-être détailler plus en regardant les cartes, la notion de, dans chaque suite, les 4 personnages de cours sont représentés dans un même lieu. Ça c'est assez chouette, donc on a un même décor. Du coup, on ne peut pas vraiment les mettre l'un à côté de l'autre, c'est plutôt que c'est une vision de ce qui se passe à différents moments avec différentes personnes dans un même lieu. C'est pas très grave. Ils ont lié chaque personnage à un élément, c'est-à-dire qu'on a ici tous les pages, les valets qui sont liés à la terre, les chevaliers qui sont liés à l'air, les reines qui sont liées à l'eau et les rois qui sont liés au feu. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça que j'aurais intuitivement classé les personnages de cours, mais voilà, ça a le mérite d'être intéressant. Et ensuite, on a vraiment le même principe, toujours la grande illustration et la description. On commence avec le roi dans chacune des suites, puis la reine, le chevalier, et on termine avec le valet. Il y a plusieurs étalements qui sont proposés. J'ai hésité à en faire et puis je me suis rendu compte que j'étais pas assez bien pour m'y attaquer. Donc je pense que ce sera peut-être pour une autre année ou je ne sais pas, je sais. Bref, en tout cas, je ne les ai pas essayés. Donc ici, on a un tirage en 8 cartes qui s'appelle donc le tirage du sapin, enfin de l'arbre de Yule. Ensuite, on a une proposition en 12 jours pour les faire coïncider aux 12 mois de l'année, avec des questions spécifiques à se poser pour chaque jour. Ensuite, donc l'étalement des jours les plus sombres en 5 cartes. L'étalement des 3 fantômes en 5 cartes, qui est probablement une référence à l'œuvre de Dickens. La liste en 9 cartes. Et puis des remerciements. Et une bibliographie, enfin en tout cas une recommandation de lecture pour aller plus loin. Voilà, ça c'est pour le livre. J'ai 25 minutes, tout va bien. Alors dans la boîte, quand le livre n'est pas là, les cartes n'en font qu'à leur tête.
Donc elles sont dans un petit écrin allez, couleur vieillie, comme si c'était un ancien colis. C'est assez joli, mais bon, après c'est juste un carton somme toute assez modeste. On a un ruban rouge pour retirer les cartes plus aisément. Et dans le fond, on a cette jolie petite bordure en feuille de houx. Alors mon jeu est dans l'ordre, hein, puisque comme je vous l'expliquais, j'ai toujours pas tiré le jeu. Et donc je vais un peu le découvrir avec vous. Je suis pas sûre que ce sera du coup la vidéo la plus inspirée, la plus inspirante. Mais voilà, c'est ce que c'est. Donc le dos, comme je vous le disais, qui est très joli, qui est réversible. Les cartes glissent super bien les unes sur les autres, hein. On peut très facilement faire un étalement. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais on peut facilement les étaler en tout cas. Les tranches sont neutres. Je pense que je vais les faire dans un bleu foncé pour rappeler ici cette couleur-là. Je pense que c'est ce qui aura le plus de sens. Les cartes sont un millipoil plus petites que des cartes de tarot standard. Mais c'est un millipoil qui fait que j'arrive à les prendre en main, donc ça c'est chouette, j'aime bien. Je pense que ce qui fait que j'arrive à les prendre en main, c'est aussi le fait que la qualité du papier n'est pas très épaisse. C'est quelque chose qui déplaît à pas mal de gens, surtout dans la sphère francophone. Mais ça permet, à mon avis, de faire le shuffle. Je ne vais pas le faire vu qu'elles sont dans l'ordre. On va faire le shuffle à la belge. Oui, ça marche très bien. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que les cartes ne soient pas trop épaisses, qu'elles soient souples. Je pense qu'elles sont de bonne qualité. Oui, elles reprennent très bien leur forme, donc c'est pas du tout un problème. Ce sont des cartes à l'américaine. Donc ce sont des illustrations en pleine page, en pleine carte. Il n'y a pas de bordure. On a un petit encadré ici chaque fois avec le nom de la carte. Pour les majeurs et pour les mineurs, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, je bois un Fanta orange tout simple. Alors le fou, c'est l'enfant. Donc l'enfant qui attend l'arrivée du Père Noël dans son petit chez lui. Ce qui me frappe dans l'illustration, c'est qu'il y a déjà un cadeau qui est là. Donc, bon, c'est pour... De toute façon, ça a du sens dans la construction graphique de la carte, hein, mais je me dis que c'est curieux par rapport au fait qu'il attende l'arrivée du Père Noël. Passons. Et ce qui me frappe aussi, c'est en fait, l'absence de couleur chez l'enfant. Donc, c'est un petit garçon, je pense que c'est un garçon, j'en sais rien, on s'en fiche. Mais il est blond, donc ses cheveux ont pratiquement la même couleur que sa peau, et son pyjama a pratiquement la même couleur que sa peau aussi. Donc ça fait presque un fantôme, je trouve. Alors que tout le reste est très coloré. De manière générale, le travail de l'illustratrice... Je suis vraiment la connasse qui dit du mal des jeux que tout le monde aime. Je trouve que son travail est magnifique sur les décors et sur les objets, parce que c'est un travail très fin. Il y a beaucoup de détails, aussi bien dans le dessin que dans les couleurs. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Sur les personnages, j'aime moins le style, parce que je trouve qu'il y a une raideur dans les personnages que je trouve pas chez d'autres illustrateurs et qui me parle pas plus que ça. Par exemple, ici tout est magnifiquement bien illustré, et par exemple les mains, je trouve, sont pas du tout au niveau du reste de l'illustration. La position n'est pas naturelle par rapport à... Enfin, voilà, je chicane, hein, j'en ai conscience, mais en même temps,
donner son avis sur un jeu, c'est aussi regarder ça. Ça sert à rien de dire que tout est merveilleux. Ça fait pas avancer le schmilblick non plus. Donc pour le battleur, le magicien, ils l'ont appelé le mage, donc the magus. Et évidemment, on a un rappel des traditions des druides qui vont chercher du hou avec une serpe d'or dans la forêt. On a un rappel des 4 suites dans son petit panier. Il y a beaucoup de choses comme ça dans les illustrations qui sont intelligentes, qui sont bien placées. Et j'aime bien aussi la présence des petits champignons qui moi, m'évoquent ce côté magie. Je préfère le côté battleur que le côté magie, mais voilà, je trouve que j'aime bien voir ces petits champis à cet endroit. Pour la grande prêtresse, donc c'est Mary Lloyd, je crois que ça se prononce comme ça. Donc là, on fait clairement appel à une ambiance qui surprend, qui est différente de ce qu'on a dans le Noël traditionnel et chrétien. Pour moi, c'est un jeu... de ce que j'ai compris, c'est que l'intention, c'était quand même de mélanger plusieurs traditions. Pas de dire, voilà, Noël pour moi, c'est ça. C'est plutôt de proposer plusieurs versions, de faire coexister plusieurs influences. Mary Lloyd, c'est la reine d'os. C'est un personnage donc, qui est construit à partir du crâne d'un cheval et qui est recouvert d'une cape. C'est un personnage qui est à la fois fabuleux et terrifiant. Et ça me fait penser... je ne connais pas du tout cette tradition. Mais ce qu'il en dit me fait penser à... Je ne sais plus si c'est la Dame de glace ou la Dame du froid en Finlande, à qui on offre un cheval de neige pour qu'elle galope jusqu'au nord et emporte l'hiver avec elle. Je crois que ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Donc pour l'impératrice, on a Matrona, donc la matrone. C'est une image de l'impératrice qui est un peu universellement admise. Moi, c'est pas spécialement l'image qui me touche, mais voilà, c'est relativement habituel, on va dire. Pour l'empereur, on a The Holy King, donc comment on peut traduire ça? Le roi sacré. Donc on a quand même une ambiance qui fait référence, je trouve, ici plus à la tradition wiccan qu'à quoi que ce soit qui a vraiment un rapport avec Noël. C'est-à-dire qu'on est plus dans la notion de Yule que dans la notion de Noël, quoi. Alors, le hiérophante, c'est Sinterklaas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, je ne sais pas si c'est dans ma famille ou à mon époque, mais pour nous, Père Noël, on n'a jamais vraiment parlé de Père Noël. C'était un truc qu'on voyait dans les films américains et peut-être à la télé française aussi, mais en Belgique, il n'y avait pas vraiment de Père Noël. On savait que les cadeaux à Noël étaient donnés par les parents, en tout cas dans ma famille. Par contre, la tradition de Saint-Nicolas en Belgique, elle est vraiment, vraiment très présente. Et c'est aussi important que Noël. Donc là, Saint-Nicolas, c'est Sinterklaas, c'est Saint-Nicolas en néerlandais. Donc c'est un saint qui vient, je crois, des Pays-Bas, donc d'où le fait que ce soit en néerlandais. Donc c'est une fête qui est fêtée le 6 décembre, donc c'est très proche de Noël, mais c'est vraiment différent de Noël. En tout cas, dans ma famille, on fêtait vraiment les deux séparément. Pour nous, ça n'avait pas de lien, même si clairement avec les années, j'ai compris que Sinterklaas avait donné Santa Claus. Mais en tout cas, dans ma tradition, les deux coexistent et on fêtait aussi bien la Saint-Nicolas que la Noël. Et clairement, en Belgique, oui, on représente Saint-Nicolas de cette manière-là. Donc, c'est
C'est un monsieur très grand, très imposant, très mince. Donc rien à voir avec le gros Père Noël à l'américaine. Euh, En général, en Belgique en tout cas, il est représenté en partie francophone. Il est représenté avec un âne. Donc il fait le tour des maisons, soit par la cheminée, soit par la porte si vous n'avez pas de cheminée. Euh, et il vient sur le dos de son âne et il distribue des cadeaux à tous les enfants, hein. C'est le même principe que le Père Noël, mais c'est juste que nous, on n'avait pas le Père Noël. Et je sais qu'en Flandre, donc la partie néerlandophone de la Belgique, la partie qui est au nord de la Belgique, Saint-Nicolas n'a pas d'âne, mais il a un cheval. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc je trouve ça très chouette de le retrouver en hiérophante, parce que c'est le même principe que le Père Noël, hein. C'est l'idée, les enfants qui ont été gentils auront des beaux cadeaux, les enfants qui ont été méchants n'auront pas de cadeaux. Moi, perso, dans ma famille, on n'avait pas du tout cette notion de attention, il faut être gentil, sinon tu n'auras pas de cadeau. J'ai absolument pas été éduquée dans cette philosophie-là. Donc, moi, ça me parle pas, mais je sais que dans beaucoup de familles, c'est un argument pour faire obéir les enfants. Et je le trouve très joli, ce Saint-Nicolas, avec tous ces animaux. C'est pas la vision spécialement que j'en ai, mais je trouve ça très mignon. Alors pour l'amoureux ou les amoureux, on a The Mistletoe, donc le gui, avec la tradition de s'embrasser sous le gui. Quelque part, ce qui est bizarre, parce que cette tradition met un peu la pression on est obligé de s'embrasser, alors que normalement, dans la notion de l'amoureux, il y a quand même un choix délibéré, un choix de la passion. Donc, pour moi, ça va pas très bien ensemble, mais je comprends l'idée. Je chicane, hein, j'en ai conscience. Alors, le chariot, ici on reconnaît le Père Noël n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout la même tête que Saint-Nicolas. Donc le Père Noël, évidemment, sur son traîneau, tiré par des rennes. Ça paraît logique, hein, pour le chariot, ça a beaucoup de sens. La force est très très belle. J'aime beaucoup cette notion parce qu'on voit qu'il prend soin de... C'est quoi, c'est un renne? Je connais pas très bien tous ces animaux et donc je suis nulle pour faire la différence entre un renne, un élan, un cerf, un caribou. Ne me demandez pas les détails. Mais en tout cas, on voit il prend soin de son animal, hein. Il lui propose à manger. C'est des lichens qui mangent. Et j'aime beaucoup cette représentation de la force, où il y a vraiment cette notion où on retrouve cette notion d'amour et de soin, qui me parlait déjà à l'époque et qui me parle encore plus aujourd'hui. Pour l'ermite, on a Father Christmas, donc littéralement Père Noël, qui ne ressemble pas au Père Noël américain de Coca-Cola, mais c'est pas plus mal. Alors la roue de fortune est devenue la roue de l'année, où on voit qu'on a les sabbats, donc là on a Samhain, Yule et Imbolc. Donc j'aime bien cette notion que la roue de l'année, que la roue de fortune et la roue de l'année sont liées, dans le sens où c'est vraiment l'idée du temps qui passe, des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise et auxquelles il faut réagir, mais on doit faire avec, quoi. C'est complètement indépendant de nous, c'est les choses qui se passent en background, si on veut. Alors la justice avec le petit garçon qui a reçu, qui a déballé ses cadeaux et qui a reçu du charbon. Donc vraiment l'idée, t'as été méchant, t'as pas de cadeau. Moi je vous dis, j'ai jamais eu cette ambiance-là dans ma famille. Donc moi ça me parle pas plus que ça. Mais j'aime bien l'idée que la justice, c'est que les actions que l'on a ont des conséquences et qu'il faut être responsable de nos actes.
Et ça je l'aime bien. Alors pour le pendu, je suis pas sûre de la comprendre cette carte. Donc on voit que le mec s'est pendu avec une branche de houx. Ça doit pas faire du bien. Et on voit que cet arbre, c'est une chimère, hein, c'est un arbre qui est couvert de plein de fruits et de feuilles différentes. Je suppose que ça représente l'abondance de manière générale. Et donc une sorte d'abandon, une sorte de sacrifice de soi. Ça me rappelle la légende d'Odin. Je sais pas si c'est l'idée, mais c'est ça que ça m'évoque en tout cas. Alors, pour l'arcane sans nom, donc elle a un nom, hein, vu qu'on est dans un rider. On a la représentation bête et méchante, j'ai envie de dire, de la faucheuse. Très ambiance fin 19e siècle dans la ruelle couverte de neige. La tempérance, c'est le Père Noël qui maîtrise la magie du temps, hein, puisque, je vous dis comme je le comprends, hein, je sais pas, j'ai pas été aussi loin dans le bouquin, donc j'ai pas lu grand chose du bouquin. Ce que j'y vois, c'est justement la notion de l'aspect magique du Père Noël, donc qui est capable de faire toutes les maisons du monde en une seule nuit. Je suis pas sûre de comprendre la notion, le lien avec la tempérance, qui est appelé balance, donc équilibre. Le lien ne me saute pas aux yeux. Vous devrez lire dans le bouquin si vous voulez plus d'infos. Alors, pour le diable, on a le Krampus. Alors, le Krampus, je crois que c'est... je ne sais plus si c'est scandinave ou nordique. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est en Finlande ou en Suède ou dans un autre pays. On va dire nordique, hein, comme ça englobe la Scandinavie plus la Finlande. Donc, c'est un peu l'aspect inversé du Père Noël. Donc, une créature démoniaque qui emporte les enfants qui n'ont pas été sages. De nouveau, c'est pas du tout quelque chose dont on parlait dans ma famille. Par contre, dans la légende de Saint-Nicolas, il y a une sorte d'équivalent du Krampus, dans le sens où il y a le père Fouettard, donc qui est... dans ma famille, c'est pas que le père Fouettard n'existait pas, c'est que il faisait pas peur. C'était pas l'idée que c'était un monsieur qui allait fouetter les enfants qui étaient méchants. C'était plus l'idée que c'était... pour nous, c'était le monsieur qui aidait Saint-Nicolas, qui travaillait avec lui pour lui permettre de faire la tournée de toutes les maisons pendant la nuit, et qui passait devant lui dans les cheminées, hein, d'où le fait qu'il soit noir de suie. Donc il était noir parce qu'il avait la suie de la cheminée sur lui, pour que Saint-Nicolas, lui, puisse venir sans abîmer ses vêtements, mais aussi les cadeaux, évidemment, qu'il portait. Pour moi, le père Fouettard n'était pas du tout un être qu'il fallait craindre. Et donc, j'ai pas du tout été éduquée avec cette philosophie-là. Et donc, le Krampus fait pas du tout partie non plus de mon lore autour de des fêtes d'hiver de manière générale. Mais, oui. Disons qu'il a un look rigolo. C'est très rock'n'roll, quoi, on va dire. Alors, la maison Dieu ou la tour, the lightning tree, donc l'arbre illuminé, on va dire. C'est courant hein, d'avoir une notion d'orage qui s'abat pour représenter la maison Dieu, dans cette idée que c'est quelque chose qui est foudroyant, littéralement, quelque chose de rapide, quelque chose un peu d'imprévisible, c'est une fatalité, une chose contre laquelle on ne sait rien faire, il faut juste réagir en fonction. J'aime beaucoup le fait que donc les boules qui ornaient le sapin sont tombées. Ça fait vraiment référence aux particules dans le tarot de Marseille qui tombent de la tour. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'on n'est pas dans une maison. On est dans la forêt. Tous les autres arbres, il n'y en a aucun qui est illuminé, il n'y en a aucun qui est décoré. Cette notion que c'est l'arbre illuminé sur lequel s'abat la foudre,
Moi, ça me rappelle la notion le mieux est l'ennemi du bien. À force de vouloir en faire trop, ben, on s'attire les problèmes. Je sais pas si c'était l'idée, mais c'est ça qui me vient. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a toutes des silhouettes encapuchonnées en noir qui s'enfuient. Euh, Ça fait très créature de la nuit. Je la trouve très chouette cette carte. Je suis pas sûre de tout comprendre, mais j'aime bien. Alors, l'étoile, donc c'est resté l'étoile, et c'est l'étoile en haut du sapin. Je pense que c'est assez chrétien ou assez américain de mettre une étoile en haut du sapin. Dans ma famille, on mettait pas d'étoile, on mettait une sorte de pic, une sorte de pointe. Oui, pour finir le sapin. En tout cas, c'était pas une étoile, c'était pas un ange non plus. Dans ma vision, enfin, la raison pour laquelle, je vous dis, c'est mes souvenirs de jeunesse, hein, enfin, mes souvenirs d'enfance. La raison pour laquelle on ne mettait pas d'étoile en haut du sapin, je me souviens que ma mère m'a dit que c'est parce qu'on n'était pas pratiquant. Je ne sais pas si c'est un lien ou pas, mais c'est le souvenir que j'en ai. J'aime bien. Les détails sont magnifiques. Hein. J'ai pas beaucoup parlé des illustrations au final, mais par exemple cette carte-ci, je la trouve sublime. J'aime mieux quand il n'y a pas de personnages parce que je trouve qu'ils sont moins bien gérés que le reste. Et il y a plein de petites choses très belles à observer. Par exemple, ici, on a la grande prêtresse qui est reprise comme un petit jouet. On a le Père Noël, on a les champis qu'on a retrouvés ailleurs, on a la tasse du breuvage réconfortant qui est dans la suite des coupes. On a ce petit cheval, cette petite créature en paille qui est aussi typique des pays nordiques. Je crois que ça c'est en Suède. Voilà, il y a vraiment un mélange de plein de choses différentes. Je suis pas sûre de comprendre la portée symbolique de cette carte, mais je l'aime bien. Alors la lune, je trouve ça vachement intéressant parce que en fait, finalement, la lune, elle n'est pas vraiment là. Hein, c'est un tableau. Moi, je comprends ça comme un tableau, pas comme une fenêtre. Je comprends ça comme un tableau qui reprend comme un souvenir de la nature sauvage. Les chiens sont représentés par des bibelots, finalement. Le chien et le loup. Et tout ça sous-tend juste une scène de famille ordinaire et bienveillante. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu l'idée, le conscient et l'inconscient, les conventions sociales, la politesse, les choses que se disent les gens et tout le reste. Vraiment pour montrer la dualité entre les deux. Le soleil, on a un petit pique-nique. Alors pour le jugement, ça s'appelle la liste. Donc c'est l'idée, on définit quel enfant a été gentil ou méchant. Et je trouve ça très intelligent de le relier au jugement. Bon, dans ma compréhension, la carte du jugement est beaucoup plus complexe et beaucoup moins manichéenne que ça, mais disons que l'occasion était trop belle. Donc je pense que c'est une représentation intelligente vu le contexte du jeu. Donc non, c'est bien qu'ils aient mis ça, clairement. On voit que les auteurs, Erin et Christopher, ont tous les deux été méchants. Ça, je l'ai vu dans je crois que c'est la vidéo de Laurence. J'imagine qu'il y a plein de références personnelles, que tous les prénoms qui sont cités ici, ce sont des gens que connaissent les auteurs. Hein. On peut regarder dans les remerciements d'ailleurs. Oui, dans les remerciements, par exemple, ils remercient Cassie Willett. Et ici, il y a une Cassie. Donc j'imagine qu'il y a plein de références personnelles. Il y a Betty et Tiffany aussi. Il y a Barbara aussi, de Barbara Moore. Donc ouais, j'imagine que ça a une signification pour eux. C'est rigolo. Et alors on a le monde. Donc avec les quatre éléments des suites. Très jolie carte. Alors on arrive au mineur.
Donc, on commence avec les candles, donc les bougies, qui représentent le feu et qui sont donc la suite des bâtons. Donc, tout en simplicité, l'as de bâton, j'aime beaucoup. Ah mais non. Donc ici, c'est pas classé par suite, hein, on l'a vu dans le livre, c'est classé par numéro. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les 4 chaque fois en parallèle. Ce sera plus sympa. Oups. Donc on a l'as de bâton, l'as de... on va dire l'as de bonne humeur, ça n'a aucun sens. L'as de bravoure, d'optimisme, de réconfort. On va dire le réconfort, parce qu'alors ça le lie aussi à cette notion d'un breuvage. On va dire ça, on va dire les bougies, le réconfort, les sucres d'orge et les cadeaux. Donc voilà nos 4 as. On voit qu'on a le haut est présent partout. Bon, ici on n'a pas les fruits, mais on a quand même la plante. C'est sympa l'idée que dans l'as de denier, on a presque cette notion d'un cadeau anonyme, un cadeau du ciel, un coup de pouce de l'univers peut-être, je sais pas. Alors les 2. Donc pour le 2 de bâton, on a... Ça, elle est très très belle cette illustration, c'est un des personnages que je trouve les mieux dessinés. Donc on a une petite madame qui écrit ses vœux. C'est... je vous dis, je le dis dans chaque vidéo, hein, mais le 2 de bâton, c'est une carte que j'ai beau lire ce qu'elle signifie, je l'intègre pas, donc je le maîtrise pas du tout. Mais j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime bien... c'est une notion qui me parle, ça. Donc là, on a un joli petit couple qui trinque ensemble pour le 2 de réconfort. Le 2 de sucre d'orge, on reconnaît clairement la position du rider. Hein. Maintenant, ouais, le lien avec le sucre d'orge, c'est un peu pour dire qu'on fait quelque chose, mais je trouve ça plus artificiel. Après, là, j'ai mis des critiques qui sont... qu'on peut adresser au rider. Hein. Ici, c'est un jeu qui ne fait que reprendre les codes du rider, mais voilà, j'ai conscience que je suis trop dure, mais c'est ce qui me vient en regardant les cartes. Et alors pour le 2 de denier, je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'idée de... Enfin, et encore que non, on a l'idée de la gestion, hein, ce petit monsieur qui fait tous ses achats de Noël, du coup qui gère bien, j'imagine, son temps, son argent, qui répartit les sacs pour pouvoir tout porter, pour pouvoir tout gérer. Pourquoi pas? Elle est sympa cette carte. Alors les 3. Donc on a le 3 de bâton avec ce petit monsieur qui admire la beauté du paysage. Je suis pas sûre d'arriver à bien le relier à la notion traditionnelle du 3 de bâton, même si la représentation rappelle clairement le rider, mais dans les intentions, je suis pas sûre de bien comprendre. Le 3 de coupe, là oui, on est clairement dans une représentation classique, hein, les amis qui trinquent ensemble à la bonne franquette, assis par terre. C'est tout à fait logique, c'est très joli. J'aime bien la bibliothèque décorée en plus. Je vous dis, j'aime vraiment énormément la gestion des objets et des décors. Le 3 d'épée, donc le 3 de sucre d'orge, où ce champignon a été transpercé par des sucres d'orge qui ont été cassés, donc qui sont coupants. Très joli. C'est peut-être pas le 3 d'épée le plus parlant, le plus prenant, mais j'aime bien. Et pour le 3 de denier, je ne sais pas si ce que j'ai compris est l'intention de l'auteur. Le fait que cette personne soit voilée, est-ce que c'est une référence au fait que pour que nous, petits Européens, ayons un confort matériel tel que nous le connaissons, ça implique que dans plein de régions du monde, d'autres doivent travailler dans des conditions difficiles en étant
très jeune, mal payé, etc. Je ne sais pas du tout si c'est une référence à ça. Si c'est le cas, c'est très bien l'observer, mais c'est vachement dur, évidemment. Autre possibilité, qui moi me parle parce que une de mes meilleures amies est musulmane, mais fête Noël parce qu'il a un peu la double culture. Donc le fait que la personne soit voilée, moi ça me renvoie assez naturellement à la religion musulmane. Mais ici on a vraiment quelqu'un qui prépare Noël, hein, qui prépare des cadeaux. Je ne sais pas, j'aimerais bien voir ce que l'auteur en dit parce que ça m'intrigue. Alors d'après le bouquin, ce n'est absolument aucune de mes deux hypothèses, enfin ça n'a juste absolument rien à voir. Je trouve que le bouquin creuse pas énormément au final. La notion de base du 3 de denier qu'il propose, pour moi, est plus liée à la notion du 7, voire du 8 de denier que du 3. En tout cas, c'est voilà, dans ma compréhension des choses, c'est un peu éloigné. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est bien de lire les livres, mais après, c'est bien de se faire aussi sa propre interprétation du tarot, parce que entre ce qu'on lit et ce qu'on voit, moi je ressens pas du tout la même chose. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Les 4. Alors, le 4 de bâton, avec cette famille qui s'est réunie pour un dîner chaleureux le soir de Noël. On est vraiment à fond dans la représentation du 4 de bâton, ça a tout à fait du sens et c'est très joliment illustré. Le 4 de coupe, c'est plus ou moins la manière dont j'ai ressenti les semaines et les mois avant Noël, ça c'est clair. C'est pas tellement l'ennui, c'est plus le fait de ne pas être capable, au vu des circonstances, de profiter du moment. C'est-à-dire que, au lieu d'être en famille ou de faire des choses pour elle, non, elle est bloquée au travail et la seule chose qui rappelle que c'est Noël, c'est la décoration sur son gobelet de café. Je trouve que c'est très intelligent comme carte. Le 4 d'épée, c'est très beau. Je crois que je l'aurais préféré en 3 d'épée. Parce que pour moi, la notion de repos, je le conçois pas comme étant le repos éternel. Pourquoi pas, mais d'instinct, c'est pas ce que j'aurais dit. Et donc, pour moi, c'est lié à ce que je vis pour le moment, hein, mais ça m'évoque plus le chagrin que le repos. Après, on peut le voir comme étant un moment que l'on dédie à nos chers disparus, ce qui va aussi avec Noël. Donc, non, pourquoi pas. Ça me surprend, mais en y réfléchissant, c'est quand même un beau 4 d'épée. Et alors, le 4 de denier, finalement assez classique. Au lieu de tenir des sous, il tient les cadeaux. Après, on peut se dire quel est l'intérêt d'avoir acheté des cadeaux si c'est pas pour les donner. Alors, il valait mieux garder les sous. Mais bon, c'est pour rester dans l'esthétique de Noël, évidemment. Ça a clairement du sens. Je ne vais pas critiquer par principe de critiquer. Alors, le 5. Donc, le 5 de bâton, on a le débat houleux en fin de soirée, quand soit on a trop bu, soit ça fait un peu trop longtemps qu'on est avec des gens qui ne nous ressemblent finalement pas tellement, malgré que ce soit la famille. Donc, oui, c'est une ambiance qui malheureusement est sans doute connue de beaucoup de gens. Le 5 de coupe, évidemment, il brise le cœur. Hein. On a cette personne qui... on voit qu'elle avait tout préparé pour Noël et puis finalement, elle est restée chez elle en peignoir, à pleurer la perte. Ça me parle énormément. C'est un peu ce que j'ai vécu moi ce Noël-ci, mais on va dire qu'elle a encore son petit chat. Le 5 d'épée avec cet enfant qui a détruit le bonhomme de neige des autres enfants. Je trouve qu'on reste bien dans la signification du 5 d'épée traditionnel et voilà, c'est intelligent comme adaptation. Le 5 de denier, donc c'est toujours une carte que j'aime énormément, que je trouve très belle, très juste, qui me touche. Et vraiment, c'est exactement la représentation typique du rider. Hein. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On passe au 6.
c'est pas si facile de les faire l'un à la suite de l'autre parce que du coup j'ai l'impression que je me concentre moins sur chaque carte. Alors le 6 de bâton, donc on a le Père Noël et ses petits assistants, je suppose, qui célèbrent soit leur arrivée, soit le fait qu'ils ont réussi à empaqueter tous les cadeaux et qui sont en route, qui sont très fiers de leur mission, de l'importance de ce qu'ils font. Je suppose que le 6 de coupe, c'est l'idée que ce monsieur, en retournant genre dans la maison de son enfance ou dans la famille, se rappelle des sensations qu'il avait quand il était petit. Et c'est vrai que Noël, c'est un peu ça, c'est en tant qu'adulte, c'est se souvenir de ce que ça a signifié quand on était enfant. En positif comme en douloureux. Le 6 d'épée, où on a une famille qui quitte son chez elle avec les cadeaux, j'imagine, pour aller dans une autre partie de la famille. C'est une carte qui... j'aime beaucoup en général le 6 d'épée, j'aime beaucoup les épées en général. C'est une carte que je trouve lourde, mais pas dans le sens négatif, dans le sens hautement symbolique et très importante. Et je trouve qu'ici, ça a du sens par rapport au thème du jeu, ça a du sens de l'avoir représenté comme ça, mais pour moi, c'est pas du tout ça que représente le 6 d'épée. Il y a une portée dramatique qu'on ne retrouve pas du tout dans cette illustration. Après, on peut apporter une nuance là-dedans, de par le fait que potentiellement c'est un jeu de doux, on n'a pas envie de se casser la tête à Noël. Le 6 de denier, donc on a une notion de justice, d'équilibre, de rendre aux autres ce qui leur revient, et donc le partage des cadeaux, c'est tout à fait pertinent en effet. Alors le 7 de bâton, je ne suis pas sûre de le comprendre. Est-ce que c'est l'idée les spectacles de Noël auxquels on est censé, on est obligé de participer et qui nous poussent dans nos retranchements. De nouveau, en Belgique, on n'a pas du tout ce genre de choses. C'est vraiment basé sur les films américains. Peut-être. Je ne sais pas. Ou alors l'idée que les petits assistants du Père Noël, eux, ils n'ont absolument pas le choix. Ils sont obligés de faire ça. J'en sais rien. Je ne suis pas sûre de comprendre cette carte. Le 7 de coupe, oui, on a de manière traditionnelle les coupes remplies de plein de choses différentes. Après, ils sont compliqués les 7. J'arrive pas à comprendre l'intérêt, la portée symbolique d'avoir représenté un bonhomme de neige, d'avoir lié un bonhomme de neige à ça. Je connais la carte, mais je ne comprends pas spécialement l'intention. Le 7 d'épée, oui, avoir vidé les rayons, c'est la carte du Covid, ça. Avoir vidé les rayons qui fait que d'apprendre finalement ce qui aurait pu être pour tout le monde, c'est pas mal ça comme notion, ça a vraiment du sens. Et alors le 7 de denier, je suppose que c'est l'idée d'avoir préparé les cadeaux à l'avance et de les cacher le temps d'être obligé d'attendre pour les découvrir. Ça a vraiment du sens avec le 7 de denier. Alors les 8, cette vidéo est interminable. Hops. Alors le 8 de bâton, très jolie représentation. C'est sûr que c'est pas la carte la plus facile à représenter. Est-ce qu'on a cette notion de vitesse? Oui, on a clairement ce vent qui menace de souffler les bougies. Après, est-ce que ça la lie vraiment à cette intention? Je ne sais pas. Après, peut-être que les auteurs ont voulu représenter autre chose aussi. C'est possible. Alors, le 8 de coupe, c'est quoi? C'est l'idée qu'il remet son blouson? Ouais, la manière dont je le comprends, c'est que c'est l'idée... je sais pas si c'est son job. Enfin, je sais pas si c'est le barman qui a fini son job et qui rentre chez lui. Ou si c'est l'idée qu'il a commandé plein de choses et que finalement il ne les boit pas et il remet sa veste et rentre chez lui. Par rapport à ça, c'est vraiment ma notion du 8 de coupe que je connais, que je me dis ça, mais je ne le vois pas spécialement dans l'image.
Alors le 8 d'épée, clairement, c'est exactement la représentation du rider. Je pense que, je suis pas sûre de comprendre, mais je pense que ce qui la lie et qui lui bande les yeux, je pense que c'est un ticket de caisse. Et je pense que c'est l'idée qu'il y a des billets un peu partout dans la neige. Donc j'imagine que ça fait référence à l'angoisse qu'ont certaines familles, que Noël c'est un événement qui est très coûteux, pour lequel il y a une pression sociale difficile à gérer. Et donc que ça, potentiellement ça peut générer des angoisses. Je ne sais pas si c'est ça l'idée, c'est ce que je comprends. Et si c'est ça, j'aime bien. Et alors le 8 de denier, donc on a la petite madame qui est devenue experte dans l'art d'emballer les cadeaux, qui fait des paquets magnifiques. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Alors, le 9 de bâton, donc c'est un monsieur qui a été faire tous ses achats de Noël. Évidemment, c'est très lourd à porter. Il pleut, c'est un temps de merde. Il a juste envie de rentrer chez lui. Et il y a un des sacs qui s'est déchiré avec tout le contenu, donc les bougies, qui se déversent. Donc c'est un peu l'idée que c'est trop. On a dépassé ses propres limites. Ses limites dans le sens ce qu'il pouvait gérer d'un point de vue nerveux. Un peu cet état de tension et de fatigue extrême dans lequel se mettent beaucoup de gens pour cette période. Et je trouve ça chouette quand même qu'il y ait des cartes qui ramènent un peu de dureté, parce que Noël, c'est pas... Oui, le but, c'est de faire quelque chose de très beau et une chouette période, mais c'est pas une chouette période à tout point de vue et pour tout le monde. Donc ce genre de carte est bien, a bien sa place, je trouve. Alors le 9 de coupe, je le comprends comme étant donc la maîtresse du foyer, donc l'hôtesse, qui est satisfaite de la réception qu'elle a donnée après que tous les invités soient partis. Donc la fierté d'avoir organisé une belle soirée réussie. J'entends Mystère qui lappe l'assiette dans laquelle j'avais mis la pâtée. Il n'y a absolument plus de pâtée, mais il essaye de trouver encore un peu. Alors, donc le 9 de bâton, ça fait référence aux angoisses, aux insomnies. Donc là, on est vraiment dans le 9 d'épée traditionnelle. Est-ce que c'est l'idée qu'il cherche, que c'est avant Noël et qu'il cherche des idées pour organiser, pour faire des cadeaux? C'est rigolo parce qu'on voit aussi qu'à côté de lui, il y a, j'imagine, son épouse qui essaie de dormir, qui a tiré la couverture pour rester dans le noir. Oui, je pense que c'est ça. J'aime bien. Je suis pas sûre de le comprendre comme il faut, mais j'aime bien. Alors le 9 de denier, assez classique, hein, un confort matériel, avoir tout ce dont on a besoin, rêver, et tous les cadeaux qui nous attendent, soit qu'on a reçu, qu'on n'a pas encore déballé, soit qu'on a préparé pour la famille qui va arriver. Mais voilà, pas très compliqué à interpréter. Alors le 10 de bâton, c'est de nouveau dans cette idée j'imagine, de dépenses trop compliquées à gérer, trop de choses en même temps, trop de dépenses à assumer, trop de dépenses qui ont été faites ou qui doivent être faites. En tout cas, la notion qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça donne une dimension plus terre à terre, qui rappelle un peu l'ambiance des deniers, mais ça me choque pas du tout. Le 10 de coupe, donc on a la famille qui s'amuse, qui passe un bon moment, donc c'est surprenant de l'avoir mis à l'extérieur, mais pourquoi pas finalement, c'est sympa, c'est joli. Alors pour le 10 d'épée, j'imagine le bonhomme de neige, soit qui fond, soit qui a été attaqué. Qui a été attaqué par l'enfant dans le 7. C'était pas ça? Non, pas dans le 7. Dans le 5. J'imagine que c'est lié, hein, que c'est l'idée que les enfants ont laissé tomber
c'est le ressenti des enfants suite à ce qui s'est passé. Ça me paraît très logique. Et alors le 10 de denier, ben, voilà, on a toute la famille, toutes les générations qui se retrouvent. On a le grand-père, les parents, les enfants, le petit chien. Un 10 de denier dans toute sa splendeur. Alors, ensuite, au lieu de faire... Peut-être que je vais plutôt les faire par suite pour les personnages de cours, parce qu'on a quand même cette notion des espaces. Je pense que ça vaut la peine de les voir ensemble. Un mystère, qu'est-ce que t'en dis? T'es d'accord? Petite boule. Pour les bâtons, donc on est à l'intérieur d'une maison, devant la cheminée. Est-ce que c'est le cas pour tous les bâtons? Tous, non. Non, pas spécialement. Non. Je me suis posé une question, mais non. Donc, on est devant la cheminée. J'adore leur plafond. J'ai 2 pièces dans ma maison qui ont un plafond comme ça. J'aimerais que tous mes plafonds soient comme ça, mais c'est pas encore le cas. Très belle cheminée aussi, d'ailleurs. Donc, on a la petite fille qui... Pour le page, donc le valet, on a la petite fille qui allume toutes les bougies. Ensuite, on a pour le chevalier, le petit garçon qui joue avec son train électrique. Et on remarque que sur le plaid, on a la petite salamandre. Ensuite, pour la reine et pour le roi, on a une bougie supplémentaire sur la table. Et la reine est bien confortable dans son fauteuil. Et, je ne sais pas si elle déballe le cadeau ou si elle l'emballe. Le roi, il fume sa pipe, il lit un livre. On a vraiment une notion de bien-être, de confort. Je suis pas sûre que... Je trouve que c'est pas très intuitif le lien avec les bâtons par rapport aux personnages de cour. Je trouve que c'est logique d'avoir représenté une scène d'intérieur par rapport à la notion des bougies. Mais là où je me pose la question de est-ce que c'est logique d'avoir mis les bougies pour les bâtons, c'est que au final, je trouve que ça donne plus une notion de confort qu'une notion d'action au personnage de cour. Peut-être que je me creuse trop la tête, peut-être que je vais trop loin, mais voilà, c'est très joli, mais je suis pas sûre que ce soit le plus intuitif. Et de nouveau dans la notion de... Si quelqu'un essaye de commencer avec ce tarot, je pense que ça va être galère de bien comprendre les personnages de cour. Alors pour les coupes, il y a le page, le chevalier, la reine et le roi. Et je veux pas apparemment. Ça va, petit mystère. Oh mon amour. Donc pour les coupes, on est dans la cuisine, ce qui est logique par rapport au fait que les coupes étaient représentées par un breuvage. Maintenant, je vous avoue, pour moi, la cuisine, c'est quand même un lieu qui représente plus l'action que les sentiments. Peut-être parce que je ne suis pas une grande cuisinière, hein, ça c'est possible, mais voilà, si je me pose la question de est-ce que c'est logique, j'ai pas l'impression, mais c'est peut-être moi qui vais trop loin. Donc le page de coupe se sert une tasse de breuvage. Le chevalier de coupe lit une carte de bons vœux. J'aime bien le fait qu'il a un cheval sur son pull. Donc ouais, le chevalier, il est bien pensé, surtout qu'il y a cette notion de romantisme, de sentiment, de communication. Donc ça, c'est chouette, c'est bien pensé. La reine de coupe, donc on voit qu'elle elle a reçu énormément de cartes. C'est tout à fait logique aussi, hein. C'est quelqu'un qui s'entend bien, qui est attentionné avec les gens, donc je suppose que elle reçoit des choses en échange. Et le roi de coupe, oui, une notion de se faire plaisir. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, avec ce cadeau déballé et le fait de se servir un bon verre d'alcool. Je suis pas sûre que c'est intuitif pour moi de lier tout ça au roi de coupe, mais voilà, c'est ce que l'auteur propose.
Pour les épées, on est à l'extérieur, dans la neige, ce qui paraît assez logique. Donc on a le page qui est un peu inconscient et qui se balade en petite robe pieds nus dans la neige. Très mauvaise idée. Le chevalier, j'aime bien l'idée du traîneau, c'est pas mal du tout. C'est bien pensé. La reine est très belle, enfin en tout cas c'est un style qui me parle, hein. Elle est très très pâle, une ambiance vachement gothique. Donc elle me parle bien, cette reine d'épée. Et le roi, j'ai envie de dire qu'il a pensé à tout, hein. Il est habillé exactement comme on doit être habillé par rapport à la situation. Donc la carte n'est pas plus parlante que ça, mais elle a une logique. J'aime beaucoup la gestion du ciel. Et je trouve que c'est la seule suite où on ne sent pas spécialement que c'est le même endroit, mais à différents moments avec différentes personnes. On pourrait très bien imaginer que toutes ces personnes interagissent avec les unes avec les autres en un même lieu, que c'est un paysage continu, ce qui n'est pas le cas dans les autres. Et on termine avec les deniers. Donc là, on est à l'intérieur d'une très belle maison, hein, puisqu'on a un beau window. Donc c'est quand même pas une petite maison modeste. On voit qu'on est vraiment à différents moments de la journée ou même différents jours, puisque là il a neigé et on a une accumulation sur les fenêtres. Là il est en train de neiger et c'est la nuit. Là il est en train de neiger et c'est le jour. Et là je sais pas, il va neiger probablement, entre chien et loup. Donc on a le page qui déballe tous ses cadeaux. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le comprends. On a le chevalier qui... Je ne sais pas si son cadeau c'est un bonsaï, mais en tout cas la symbolique du bonsaï est vachement pertinente pour le chevalier de denier. Ça me parle bien. La reine de denier qui est toute élégante, toute pimpée, ça me paraît logique aussi. Et le roi de denier qui arrive avec un beau cadeau qui offre un cadeau. Donc ça me paraît tout à fait cohérent aussi. Voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation, dans le sens où on a regardé toutes les cartes ensemble. Alors j'ai été relativement dure avec ce tarot et pourtant je ne nie pas sa qualité. C'est tout à fait légitime comme tarot pour Noël. Je comprends qu'il plaise beaucoup. Il est très joli, il est très bienveillant, il apporte une chouette ambiance. Et bon, c'est sûr que je ne suis pas la meilleure personne pour juger d'un tarot de Noël, dans le sens où Noël c'est moins mon truc que beaucoup d'autres gens. Surtout cette année, hein, ça a été un peu compliqué, mais voilà. Il n'y a pas de conclusion à cette vidéo. J'espère que cette présentation aura pu vous donner une idée de ce qu'est ce jeu. Peut-être avec un peu plus de réserve que ce qu'il y a dans d'autres vidéos, au cas où vous en aviez besoin. Peut-être que ça vous donnera quand même envie d'avoir le jeu, ou de le ressortir, ou justement vous direz non, peut-être pas. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, si c'est un jeu que vous avez et si vous l'avez utilisé cette année. Je ne sais pas si je vais l'employer dans les jours qui viennent ou pas. Je vous avoue, je suis un peu confuse de comment je vais gérer les jours qui viennent. C'est un peu un Noël... je vais pas du tout dire un Noël qui tombe à l'eau, parce que non, j'ai passé des moments importants aussi avec la famille. Et voilà, il faut pas transformer sa vie en 5 de coupe, hein. C'est pas parce qu'il y a un être qui n'est plus là que les autres ont disparu. Et on ne sait jamais si le Noël qu'on vit est le dernier ou pas, avec telle ou telle personne. Donc, je vais voir ce que Mystère a fait. Eh ben ah, quand même! Mystère trouve que ma vidéo était trop longue et qu'il était temps de jouer. Ah, mon ange!
bien raison, mon cœur. Je vais vous laisser ici parce qu'il est temps que je joue un peu avec Mystère plutôt que de blablater. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Je pense que cette vidéo va être postée genre 3 mois plus tard, donc ça n'aura aucun sens. Mais voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.